Et on va commencer par parler de raccordement. Pour que tous ces véhicules électriques puissent circuler, forcément, il faut de l'électricité, il faut amener l'électricité, il faut aussi alimenter des gigafactories. On va en parler dans quelques instants. Et pour cela, sont à mes côtés Thomas Bachy de RTE. Bonjour Thomas. Et Stéphane Ledé de Nedis. Bonjour également Stéphane. On va peut-être commencer avec RTE et une question. Je ne sais pas si tout le monde fait la différence finalement entre RTE et Nedis. C'est quoi les spécificités ou les particularités de chacun? Alors effectivement, il y a une différence entre... C'est la flèche verte? Alors normalement c'est la flèche verte. Sinon je vous le fais sans le slide. On est en train de positionner le slide parce qu'on a eu un changement. On a eu un changement. Alors peut-être on peut l'expliquer avant de mettre le slide. En fait, l'électricité, si on regarde le système électrique dans son ensemble, il y a plusieurs parties. Il y a bien sûr d'un côté ceux qui vont produire l'électricité. À l'autre bout, il y a ceux qui vont la consommer. Et puis entre les deux, en France, il y a deux types d'acteurs. Il y a ce qu'on appelle les transporteurs. Et pour ça, il y a une entreprise en France qui gère, qui développe et qui exploite le réseau à haute et très haute tension. Donc on va dire un petit peu les autoroutes de l'électricité, c'est RTE. Donc nous opérons sur l'ensemble du territoire français. Et puis après, donc RTE, c'est 100 000 km de ligne, 10 000 salariés. Et puis après, alors pour le dernier kilomètre, mais c'est surtout le dernier million de kilomètres, ça va être les distributeurs qui sont représentés ici par Enedis, mais en France, il y a plusieurs distributeurs, évidemment. Donc nous, voilà, nous faisons le lien, donc nous sommes la partie rouge, entre nous permettons d'acheminer l'électricité qui est produite sur dans des grandes unités, qu'elles soient nucléaires, hydrauliques, thermiques, etc., jusqu'aux consommateurs. Ça, on opère 365 jours par an, 24 heures sur 24, parce que, alors je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rigoler. Il y a quelques années, on disait que l'électricité, ça ne se stockait pas. Vous êtes bien placé pour savoir que ça se stocke, puisqu'il y a des batteries partout. Ça se stocke, mais pas forcément dans les grandes quantités. Et donc aujourd'hui, il faut assurer en permanence, 24 heures sur 24, le fait que tout ce qui est produit soit consommé, sinon c'est l'ensemble du système électrique qui peut être mis à mal. Autre mission, on nous a demandé, et ça j'en reviendrai tout à l'heure en quelques minutes, on a une mission d'éclairer les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on a, la loi nous demande de rédiger, de produire des rapports régulièrement pour donner de la vision à l'ensemble des acteurs du marché des systèmes électriques, mais aussi aux hommes et aux femmes politiques pour qu'ils puissent prendre des décisions. Et on en parlera tout à l'heure quand j'aborderai ce qu'on a fait avec l'étude Futur énergétique 2050. Et puis enfin, dernière grosse mission, nous avons aussi, comme vous le voyez, quelques clients en propre, les clients qui consomment beaucoup d'électricité, comme les cimentiers, comme les papetiers, comme les gigafactories de batteries. Ces clients-là sont raccordés directement sur notre réseau. Et donc, on accompagne les clients dans leur raccordement, et puis ensuite dans le fonctionnement de leurs usines. Mais on leur parlera plus tard. En quelques mots, donc très rapidement, parce que nous sommes ici dans les Hauts-de-France, quelques infos clés sur les Hauts-de-France. Il faut savoir que dans les Hauts-de-France, en fait, vous êtes dans la première région consommatrice d'électricité industrielle. C'est normal, il y a un passé industriel qui fait qu'il y a beaucoup d'industries et qu'il y a beaucoup de consommation d'électricité. Vous êtes dans la première région de France. La troisième, toute consommation d'électricité confondue, mais électricité industrielle, la première. Vous êtes aussi dans la région sur laquelle vous avez la plus grosse centrale nucléaire de l'Ouest européen, c'est Gravelines. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'horizon 2035-2040, EDF envisage de rajouter deux groupes nucléaires à Gravelines. Ça en fera peut-être la plus grande centrale au monde. On est aussi la région dans laquelle, je ne l'ai pas dit, première région consommatrice d'électricité au niveau industriel, mais on a aussi le plus gros consommateur monocyte de France. Aluminium Dunkerque, qui est pas loin d'ici, consomme à lui seul quasiment 1% de ce qui est consommé en France. Demain, j'ai déjà parlé, quand on parle d'ArcelorMittal qui va se décarboner, ArcelorMittal deviendra sans doute le premier consommateur d'électricité en France monocyte, parce que son process, l'évolution de son process qui va consister à arrêter d'utiliser des énergies fossiles pour utiliser de l'électricité va le faire devenir sans doute le premier consommateur monocyte d'électricité. On a aussi donc un parc offshore au large de Dunkerque qui va bientôt être construit. Premier parc éolien français aussi. Alors là, petite information, si vous ne le saviez pas, tout à l'heure je vous parlais des centrales de production qui étaient raccordées au réseau RTE. C'est pour les grosses centrales. Vous voyez là les points un peu orangés, ce sont les fermes éoliennes qui sont raccordées dans les Hauts-de-France. La quasi-totalité des fermes sont raccordées sur les réseaux de distributeurs, ce sont les points foncés. Les quelques points blancs que vous voyez, ce sont les fermes qui sont raccordées directement sur le réseau RTE, parce que ce sont des grosses fermes.
Et enfin, ce qui nous intéresse peut-être plus aujourd'hui, nous sommes au cœur dans cette région des nouveaux enjeux de l'industrie de l'électricité en France et même en Europe, puisque c'est là qu'on va voir des gigafactories qui arrivent, on a de la production d'hydrogène, on a des flexibilités, on a tous ces nouveaux usages d'électricité qui arrivent un petit peu partout, pas qu'à Dunkerque, hein, et pour lesquels nous sommes en charge d'assurer le raccordement et le bon fonctionnement du système électrique. Alors j'allais y venir, vous nous avez parlé de prospective, des futurs énergétiques. Comment on conçoit finalement ces prospectives, sur quelle base? Et puis évidemment, qu'est-ce que ça donne comme vision pour l'avenir? Alors, en 2019, en fait, c'est le gouvernement français qui nous a demandé de faire une étude poussée sur quels étaient finalement les différents chemins, scénarios possibles qui permettaient d'atteindre à l'époque ce qu'on appelait la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Donc en fait, on a fait 2 ans d'études très poussées, accompagnées même d'études sur l'évolution des mœurs des Français pour voir jusqu'où on pouvait aller dans l'évolution de nos modes de fonctionnement. Et cette étude, qui est sortie fin 2021, a abouti à 6 scénarios, mais le plus important, c'était d'avoir ce schéma-là. Un des grands messages, c'est de dire si on veut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en France, alors il y a 2 choses importantes. La première, c'est qu'il faut absolument réduire sa consommation d'énergie totale. Vous voyez, là, on part d'une hypothèse de 1600 TWh d'énergie totale consommée, on va dire aujourd'hui. Il faudrait la passer à 930 TWh à horizon 2050, c'est-à-dire qu'il faut envisager une baisse de 40% de la consommation de l'énergie totale. Je crois que vous avez vu quelqu'un de l'ADEME qui est passé ce matin. Alors on n'a pas exactement les mêmes scénarios, mais en tout cas, on a les mêmes constats. Il faut absolument réduire sa consommation d'énergie si on veut atteindre la neutralité carbone. L'autre conséquence qui nous concerne nous directement, c'est que si on veut en même temps supprimer les énergies fossiles, qui aujourd'hui représentent environ 60% de l'énergie qu'on consomme, l'idée, c'est pas d'arrêter les productions qui se servent de ces énergies-là, mais c'est de remplacer, de faire un transfert d'usage depuis ces énergies fossiles qu'on ne veut plus voir, par d'autres. Et comme nous, dans nos hypothèses, on voit qu'un des moyens de remplacer ces énergies fossiles, c'est de les remplacer par l'électricité verte. Et donc, ce que l'on voit pour RTE, c'est entre aujourd'hui et 2050, une augmentation de 35% de la consommation d'électricité française, qui ferait passer sa part d'un quart à plus de la moitié de la source d'énergie primaire en France. Donc le constat, c'est ça, une croissance de la consommation très élevée qu'il va falloir accompagner. Et puis de l'autre côté, évidemment, si on veut garder la souveraineté de cette consommation, il va falloir produire plus d'électricité en France, puisqu'il va falloir, comme je vous disais tout à l'heure, atteindre l'équilibre entre la production et la consommation. C'est vrai que le réseau, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il fonctionne au niveau européen. Mais si on veut conserver une souveraineté dans la production de notre électricité et ne pas être dépendant d'autres pays, il faut la produire en France. Alors ça, c'était en 2021. Et en 2021, très très vite, ça a bougé, puisqu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont changé. Vous avez eu la guerre en Ukraine, vous avez eu le discours de Belfort d'Emmanuel Macron qui a relancé la construction d'un parc nucléaire en France. Vous avez les Américains et les Chinois qui commencent à être encore un peu plus protectionnistes. Enfin bref, tout ça nous a fait... nous a un peu obligés à faire une mise à jour de ces scénarios. Et ce que l'on voit, c'est qu'à horizon 2035, donc là on n'est pas en 2050, 2035, pourquoi? Parce qu'en 2035, il n'y aura pas encore de nouvelles centrales nucléaires en service. Vu le temps qu'il faut pour les construire, on n'aura pas ces nouveaux nucléaires. Mais par contre, on va déjà avoir une forte augmentation de la consommation d'électricité. Donc le 2035, c'est un point de bascule. Et ce que l'on dit, c'est que si on veut atteindre cette neutralité carbone, dont les objectifs ont été relevés, au niveau européen, au niveau français, on va aller encore plus vite, encore plus loin, et bien dans ces cas-là, il y a 4 obligations. La première, c'est qu'il faut être sobre. Donc j'ai déjà dit, consommer moins, évidemment. La deuxième, c'est qu'il faut de l'efficacité énergétique. Dans tous les usages de l'électricité, il faut qu'il y ait plus d'efficacité, de manière aussi à diminuer la consommation d'électricité. Et puis ensuite, côté production, il y a un intérêt à prolonger les centrales nucléaires existantes dans le temps qu'elles durent encore 5, 10, 15, 20 ans de plus. Alors ça sera l'autorité de sûreté nucléaire qui le dira. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a un grand intérêt économique à ce que cette production nucléaire perdure. Et puis le 4e pilier, c'est évidemment de développer les énergies renouvelables, parce que sans ces 4 piliers, on ne pourra pas atteindre cette neutralité carbone en 2050.
Alors, par contre, si on prend 2035, si on prend ces 4 piliers, si on intègre, si j'ai bien compris, la mobilité électrique et donc plus de consommation, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça passe? Est-ce qu'on va pouvoir produire suffisamment d'électricité pour faire face à la demande? Bon, ça, je passais, c'était juste pour dire, la Haute-France, la Haute-France, entre aujourd'hui et 2040, c'est plus 60% de consommation d'électricité en quelques années. Et donc, voilà. Et ça, rapidement, tant pis, on passe. C'était pour vous expliquer que un des rôles de RTE, c'est de raccorder les gigafactories. Vous en avez parlé beaucoup ce matin. Là, j'ai repris un slide rapide avec les chiffres. Prenez pas les chiffres en compte parce que ce sont les chiffres des dossiers, des CNDP pour conserver des chiffres qui sont bien connus. ACC est en service, vous avez vu quelqu'un d'ACC qui en a parlé. Vercors, j'ai vu un panneau qui était là, Vercors est raccordé depuis peu. Et puis après, que ce soit AESC, XTC, Prologium ou Tiamat, ce sont des raccordements que RTE est en cours de réalisation pour apporter l'énergie suffisante au démarrage de ces usines. Et donc, donc la question c'était... Est-ce que ça va passer? Voilà. Alors, ça va passer en énergie, oui. C'est-à-dire que là, si on regarde notre scénario de référence sur l'évolution de l'électrification du parc, déjà, il ne faut pas forcément s'arrêter aux chiffres, parce que les chiffres, c'est des axes de prospective, hein, donc forcément, on ne tombera pas juste. Par contre, ce qui est important, c'est le trend, hein, c'est comment ça va fonctionner, et on est tous d'accord pour dire que les moteurs thermiques, ça sera terminé. À l'horizon 2050, on envisage qu'il n'y ait quasiment plus de moteurs thermiques qui fonctionnent aujourd'hui. On est aussi d'accord pour dire que le véhicule électrique, le véhicule léger, ça sera sans doute l'électrification qui va venir faire le transfert de l'énergie fossile vers l'électricité. Et puis les véhicules lourds, c'est un petit peu plus contrasté, mais de plus en plus, on voit que c'est quand même la partie électrification des véhicules lourds qui peut venir prendre de la place. Et donc, est-ce que ça passe? Quand on regarde notre scénario de référence, horizon 2035, 18 millions de véhicules électriques, ça représente 42% du parc, c'est 35 TWh en énergie, c'est 35 TWh de consommation d'électricité supplémentaire. Aujourd'hui, le million de véhicules, c'est 2 TWh. Voilà, donc 2035, c'est 35 TWh. Donc en énergie, oui, ça passe. Pourquoi? Parce que quand on regarde, encore une fois, hein, si les 4 piliers sont respectés, qu'on arrive à prolonger le nucléaire, qu'on arrive à développer du nouveau nucléaire au-delà de 2050, qu'on arrive au-delà de 2035, qu'on arrive à développer les énergies renouvelables au rythme voulu pour atteindre les objectifs de la neutralité carbone, oui, ça passe. La quantité d'électricité produite en France sera suffisante pour répondre aux besoins de l'électrification des véhicules. En revanche, la question qu'on se pose, nous, en tant que gestionnaire de réseau, c'est pas tant sur l'énergie que sur la puissance appelée. On a un réseau qui est dimensionné pour une certaine puissance maximale. Contrairement aux autoroutes, on ne peut pas faire de bouchons. On ne peut pas demander aux électrons de ralentir et d'attendre d'un petit peu de passer leur tour. Donc, on a un réseau qui est dimensionné à une certaine puissance, et si cette puissance est dépassée, c'est là où le réseau peut être contraint. Voilà. Et donc, c'est la puissance, comment le système électrique peut répondre à cet appel de puissance. Alors, deux choses. La première, l'appel de puissance pour 18 millions de véhicules électriques, on considère que c'est environ 8 gigawatts, donc 8 millions de watts qui sont tirés au même moment, 8 gigawatts, à comparer à 100 gigawatts, qui est la puissance maximale, le pic, le plus gros pic que la France ait connu en termes d'électricité. Donc c'est pas rien. C'est pour ça que ça se regarde de près. Et on l'a regardé sous deux angles. Le premier, c'est les jours particuliers, les jours de grande, donc les chassés croisés de vacances, et les départs au sport d'hiver, les grands week-ends. Et là, le graphique est assez parlant. Hein. On voit bien. Donc vous avez les pics d'appel d'électricité liés, enfin projetés. Liés alors on voit pas très bien, mais vous avez les vacances d'été, vous avez le week-end du 15 août. Là, en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ces pics de consommation sont faits au moment où la France fonctionne un peu moins. C'est les congés, c'est les week-ends, et donc du coup, la consommation d'électricité globale est assez faible, et donc du coup, le système électrique est moins contraint. Et donc ces pics d'appel de puissance sont pas un problème pour nous. On peut facilement gérer ces 8 gigawatts de pointe dans ces cas-là. L'autre chose qui est un peu plus délicate, c'est finalement la mobilité du quotidien. Alors vous voyez ici à droite ce qu'on appelle une courbe de charge, donc c'est l'évolution de la consommation d'électricité type dans une journée. Et vous voyez qu'il y a
vers la droite là-bas, vers 20h. Donc entre 19h et 20h, il y a le pic de consommation. En France, c'est régulièrement, entre 19h et 20h, il y a le pic de consommation. Si là, l'ensemble des 18 millions de véhicules se raccordent au même moment et ponctionnent sur le réseau ont un appel de puissance, là, ça peut être problématique. Il paraît que tout à l'heure, pour le jeune, a annoncé des recharges de voitures en 9 minutes. C'est-à-dire que forcément, pour recharger vite, il va falloir avoir une puissance assez importante. Donc tout ça, ce sont des puissances qui vont se cumuler et qui va être difficile, qui peut être délicat à gérer. Mais pour ça, on a finalement une réponse, c'est le pilotage de la charge. Le pilotage de la charge, ça consiste en fait à faire en sorte éviter que toutes les personnes qui viennent se brancher à 19h appellent la puissance à 19h, mais qu'on puisse avoir des systèmes qui incitent le consommateur à décaler sa consommation pour éviter cette pointe. Alors, si je comprends bien, donc en global, ça passe. En global, ça passe. Sauf si tout le monde avait la bonne idée, pendant le journal de 20h, de brancher sa voiture pile au même moment, etc. Voilà. Vous parlez d'incitation. Comment on fait justement pour inciter les gens à ne pas tout charger à la même heure? C'est moins cher la nuit, normalement? Alors, pour l'instant, c'est moins cher la nuit. Pour ceux qui ont des contrats heure pleine, heure creuse, effectivement, vous l'avez déjà avec vos chauffe-eau. Les chauffe-eau fonctionnent la nuit parce que c'est des heures creuses qui sont moins chères. Nous, l'idée, c'est ça, c'est de dire, quel que soit le moyen de décaler cette pointe à un autre moment de la journée, on est preneur. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a deux grands types de pilotage de la charge. Le premier, c'est un truc assez gratuit, simple, efficace. C'est le signal tarifaire qui fonctionne aujourd'hui sur les chauffe-eau. C'est de dire, on va faire des heures creuses. Par exemple, l'été, entre midi et 2. Pourquoi ? Parce que l'été, entre midi et 2, il y a beaucoup de photovoltaïques qui vont produire en France. Généralement, et de plus en plus, on aura des productions qui seront au-delà de la consommation prévue à cette heure-là. Et donc, plutôt que de perdre cette électricité qui est gratuite, l'idée, c'est d'inciter les consommateurs à venir recharger leur voiture à ces heures-là pour nous décaler la pointe du soir et puis utiliser cette énergie verte. D'ailleurs, la CRE a lancé récemment un appel pour savoir voir l'intérêt de proposer des heures creuses entre 10h et 17h sur une partie de l'année. C'est exactement dans ce cadre-là, c'est préparer l'électrification des véhicules et transférer la pointe de consommation qui peut poser problème au système électrique à un moment de la journée où, le système électrique est moins contraint et deux, la production est abondante. Donc ça, c'est la chose, on va dire, simple à faire, c'est déjà connu. L'autre partie, qui est où il y a un peu plus d'intelligence, mais qui est encore du coup un peu plus pertinente, c'est de proposer en fait une gestion dite intelligente de la recharge des véhicules électriques, qui consiste en fait à donner des instructions, alors que ce soit à la voiture ou à la borne, ça c'est pas tant le sujet, mais qui va être en fait un lien direct entre le gestionnaire de réseau que nous sommes et l'ensemble des bornes de recharge. On pourra indiquer, tiens, demain, à 18h, on sent qu'il y a une difficulté parce que telle centrale ne pourra pas produire ce qu'elle a prévu. On prévoit beaucoup de froid et donc du coup, on imagine que les Français vont consommer beaucoup d'électricité. Ça peut être problématique, donc ça serait pas mal que tu puisses décaler ta recharge de 2 heures, de 3 heures. Et donc là, par un système d'intelligence et de relations, de communication, on puisse décaler comme ça les appels de puissance. Le troisième niveau, c'est donc le niveau qui va dans les deux sens. Je pense que je vous apprends rien. C'est donc là, je vous parlais du véhicule to grid. Et là, ça sera le véhicule to grid, c'est de dire à des moments où le réseau est contraint et qu'on a des problèmes de production, et bien dans ce cas-là, on va demander à l'ensemble des 18 millions de véhicules qui sont raccordés, et ben de redonner une partie de la charge qui est qui est dans la batterie pour venir soulager le réseau. Et ça, c'est ce qu'on a vu. Je ne sais pas si vous avez, la R5 qui vient d'être sortie par Renault, là, qui vient de sortir, a de base et nativement dans son véhicule la possibilité d'interagir dans les deux sens avec un opérateur pour pouvoir s'assurer que la recherche se fasse au meilleur moment, soit économique, parce que forcément il y aura des questions d'incitation économique, soit simplement pour faciliter et pour éviter au système électrique d'être trop contraint. Donc ça veut dire que ma voiture, demain, peut devenir un producteur d'énergie, si je puis dire, et que je serai rémunéré pour l'énergie que je recède au bon moment à l'ensemble du marché. Alors ça, c'est ce que l'on souhaite, massifier le pilotage de la recharge. Après, nous, on n'est pas producteur de recharge, pas producteur de véhicules. On fait du lobbying, on discute avec les pouvoirs publics, avec les constructeurs pour expliquer l'importance de ce pilotage de la charge. S'il n'y a pas de pilotage de la charge, on pourrait être amené à avoir de plus en plus d'heures de contraintes du système électrique. Si on arrive à piloter, c'est gagnant-gagnant, et c'est ce qu'on appelle de nos vœux. Bon, donc soit intelligent, soit punitif. Finalement, non, intelligent, soit intelligent. Gagnant-gagnant ou gagnant-gagnant.
Bon, d'accord. Ok. Eh ben, c'est Voilà. noté. On sait que ça passe maintenant. Et ben, je me tourne vers vous, Stéphane. Donc, on peut quand même rappeler Merci, le oui. rôle d'Enedis. Merci beaucoup. Oui, alors moi je suis pas venu Thomas. avec des slides. Voilà, j'ai vu un petit peu les questions qui étaient proposées. Alors qu'est-ce que c'est qu'Enedis? Thomas l'a décrit. Donc nous on est l'étage, je dirais, de réseau qui va alimenter tous les clients. C'est Enedis, c'est simple, hein, c'est 38 000 salariés et 38 millions de clients. Hein, on alimente 95% des clients en France. Hein, on est le principal distributeur d'électricité. Et on aime bien dire que notre métier, c'est de décarboner 24 heures sur 24. Finalement, on est au cœur de cette nouvelle électrification de la France. Thomas l'a bien expliqué. On est dans une révolution. C'est un peu comme ce qu'on a vécu quand on a amené l'électricité en France. Cette fois-ci, on est sur cette deuxième évolution. On a un peu un acteur clé avec trois axes principaux. Alors, on vient peut-être, je l'avais voulu dans la presse, on vient de passer le million de producteurs raccordés au réseau de distribution d'électricité. 90% des producteurs d'énergie renouvelable sont raccordés au réseau d'Enedis. Ça, c'est un point. Alors, on va parler mobilité électrique. Hein. L'état des lieux, on a à peu près 2 millions de points de charge privés, publics, chez les particuliers, et 150 000 points de charge installés aujourd'hui. Et puis, évidemment, on a un enjeu sur la décarbonation thermique. Hein. Vous savez qu'ici, on a notre Union régionale Habitat qui est plutôt en avance sur les autres territoires, puisqu'elle a produit une étude sur son programme bas carbone à l'horizon 2050. Et bien, dans le cadre de ce programme bas carbone, on sait qu'on va créer à l'horizon 2050 entre 230 000 et 350 000 pompes à chaleur qui vont venir sur le réseau de distribution publique d'électricité. Donc, effectivement, des enjeux assez considérables. Voilà, et donc... voilà les enjeux d'Enedis et le quotidien d'Enedis, vous amener de l'électricité ou accueillir vos électrons en temps réel. On a vu RTE investir assez massivement dans le Dunkerquois. Il y a eu une concertation publique pour augmenter finalement le réseau. J'imagine que vous êtes contraint aux mêmes investissements. À quel point finalement, alors vous disiez les pompes à chaleur, mais encore plus cette mobilité électrique, à quel point ça va changer votre métier ou influer en tout cas sur votre activité? Alors, c'est effectivement extrêmement important. Hein. Thomas expliquait le scénario au médian tout à l'heure, 18 millions de véhicules électriques. Ça veut dire qu'entre 2019 et 2035, on va multiplier par 11 le nombre de véhicules électriques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la puissance qui va être appelée sur le réseau de distribution, aujourd'hui, en 2019, on est à peu près à 4 TWh. C'est la consommation d'électricité d'un département rural, des Landes à peu près. Et en 2035, ça sera l'équivalent de la moitié de la consommation de l'Île-de-France. Donc un enjeu extrêmement important. Et pour ça, je dirais que dans le métier d'Enedis, on a aussi un enjeu qui est important avec toutes les parties prenantes, hein, qui est autour de la concertation. Comment est-ce que les territoires s'organisent autour de cette mobilité électrique? Alors les collectivités, les autorités organisatrices de la mobilité sont en première ligne. Et nous, on accompagne aujourd'hui une petite vingtaine de schémas directeurs d'implantation des bornes de recharge électrique, hein, ce qu'on appelle les SDIRVE. 7 ont déjà été validés en préfecture. Donc ça, c'est aussi un point qui est extrêmement important. Donc vous voyez un impact assez fort. Et puis effectivement, c'est bien de faire cette planification, mais après il faut raccorder. Alors on a raccordé en France sur cette année 2024, on a déjà raccordé 35 000 points de charge en domaine public en un an. Et puis, on a une spécificité que Thomas a expliquée en région, c'est que on veut être la région de la batterie, on veut être la région de la mobilité électrique, une région de référence. Et on a travaillé, je dirais, ici sur le territoire dunkerquois. En 2021, on a livré le poste source Grand Port, qui était destiné à accompagner cette dynamique industrielle. Depuis 1 an et demi, Vercors est déjà raccordé au réseau de distribution d'électricité, puisqu'en fait, on va aussi travailler sur le raccordement des industriels, parfois en définitif, parfois en transitoire, avant que la puissance soit disponible côté RTE, avant que les travaux aient été réalisés. Voilà, et donc nous on est aussi très fiers d'animer une entité, alors je pense qu'il y a des membres ici en région, de co-animer avec la CCI, avec la région Hauts-de-France, ce qu'on appelle le COREM, le comité régional de l'électromobilité, où on rassemble tous les acteurs, c'est-à-dire on a aussi bien sûr des acteurs énergie réseau, on a les acteurs de la batterie, on a les startups du domaine, et on a bien sûr les constructeurs automobiles. Et pour ça, on veut développer innovation, on veut développer l'emploi de façon pérenne sur la région.
Alors j'allais vous reposer la question, on voit qu'il y a de la concertation assez large, mais est-ce que des villes directement vous appellent en disant comment je peux faire pour optimiser, pour faire mieux pour... Oui, les villes, les bailleurs sociaux, ouais. les grands comptes. Alors effectivement, on l'a vu, accompagnement des schémas directeurs, mais un peu au quotidien aussi. Alors nous, on n'est pas un bureau d'études, mais on a des besoins pour notre travail sur le réseau de produire un certain nombre de chiffres, de simulations. On a évoqué les simulations avec Thomas tout à l'heure, et ces chiffres, on va les mettre à disposition aussi de chacun, puisque on est, je dirais, un peu en charge de ce qu'on appelle l'Observatoire national de la transition énergétique. Vous pouvez trouver tous les chiffres gratuitement et en ligne autour de ça. Et puis, on a des démarches spécifiques pour accompagner, par exemple, l'habitat collectif, qui est vraiment un enjeu important sur le développement, je dirais, de la mobilité électrique. Alors, avec l'Union régionale Habitat que je citais précédemment, on a dès le premier trimestre 2023 pris notre bâton pèlerin et on est allé voir tous les bailleurs sociaux pour leur expliquer effectivement ce qu'impliquait la mobilité électrique, les changements, on va dire, réglementaires qui imposent aujourd'hui aux promoteurs de se prééquiper. Alors peut-être vous avez dû voir ça ce matin également, mais donc on a travaillé autour du logement social, on a travaillé autour de la copropriété avec les syndics, avec les promoteurs, notamment on a deux types de solutions qui sont amenées, c'est-à-dire qu'on peut amener le réseau de distribution publique d'électricité jusqu'à chaque prise de parking avec son compteur donné, donc ça c'est une des solutions, et on peut accompagner des opérateurs qui font du clé en main pour équiper des résidences. Donc voilà un petit peu comment on va accompagner. Puis ensuite, bien évidemment, on va raccorder les uns et les autres. Ça, c'est le quotidien d'Enedis d'aller raccorder les projets. Alors, pardon, je vais vous sortir un petit peu de votre métier, mais j'ai des voisins, ils ont des véhicules électriques et ils passent un câble avec des passe-câbles sur le trottoir pour se charger. Bon voilà, on peut penser que ça ne pourra pas durer comme ça pendant des années, qu'il faudra trouver d'autres solutions. Est-ce que vous imaginez déjà comment on va se charger dans 10, 20 ans? Vous parliez du lampadaire qui se transforme en charge. On parle de places de parking qui alimentent un peu comme on fait pour les téléphones. Voilà. Qu'est-ce que vous imaginez finalement comme raccordement pour l'avenir? Alors, j'ai envie de dire, on est déjà dans le futur au niveau technique, puisque par exemple, quand on regarde aujourd'hui, on a inauguré il y a quelques mois sur l'île une station Total qui était avant une station thermique classique, qui s'est complètement, revampée pour être uniquement électrique. On a une station du même type à la Défense. Et puis effectivement, à côté d'ici, pas très loin d'ici, en Flandre, par exemple, le syndicat d'énergie TEF Flandre, donc ex-SIECF, je dirais, accompagne la mobilité électrique et a déjà expérimenté le fait de mettre des bornes de recharge sur l'éclairage public. Donc j'ai envie de dire, on fait un peu feu de tout bois. Et côté Enedis, on s'inscrit souvent dans ces innovations. Notamment, on a accompagné le projet Groupé 4.0 avec Partenor, qui mixait à la fois l'énergie renouvelable, la borne de recharge, le partage d'usage. Et souvent, le réseau de distribution publique d'électricité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécuriser l'ensemble de ces usages. Et ça aussi, c'est très important. Mais j'ai envie de dire, électromobilité rime avec innovation. Vous parliez de la Flandre, une dernière question. On imagine comme ça que ça ne sera pas forcément les mêmes systèmes de raccordement dans l'urbain dense, dans l'urbain, dans le rural. Est-ce que finalement on voit se dessiner des solutions multiples et diverses en fonction de l'habitat? Oui, il y a un point intéressant, c'est que, alors on n'est pas nous ni cabinet de conseil, il y a des cabinets de conseil spécialisés, il y a des bureaux d'études, mais sans, je dirais, les paraphraser. Par exemple, il y a une étude de Columbus qui indique qu'en rural, on va avoir pas mal de mobilité électrique individuelle, puisque par essence, c'est quasi consubstantiel au rural, qui va se développer, et probablement que les collectivités vont aussi être à la manœuvre, parce qu'on peut avoir une raréfaction des stations-service. On assiste déjà à un développement que vous voyez sur les autoroutes, on a des bornes de recharge, je dirais, qui sont à forte puissance, mais probablement que ça va aussi modifier l'écosystème économique des stations d'autoroute. Et puis, je dirais, on a aussi tout ce qui va être en périurbain, c'est ce qui exprime un peu ces études, où on va avoir des sortes de hubs qui vont peut-être s'installer avec des parkings relais, je dirais, à proximité d'usage de loisirs, comme les cinémas, les théâtres. Et c'est d'ailleurs aussi un écho au projet Nœud qu'on connaît ici sur la communauté urbaine de Dunkerque.
Merci, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Même méthode que d'habitude. On lève la main et pareil, s'il y a des questions dans le chat, je suis évidemment preneur. Pas de questions, ça vous a paru particulièrement clair? Ah, 2, on vous amène un micro. Ça arrive. Merci, Monsieur Peter, je suis expert judiciaire et puis président d'un immeuble de 126 logements. Alors, j'ai essayé de mettre des charges dans un parking couvert. L'assurance a refusé pour des problèmes d'auto-échauffement de batterie lithium. Qu'est-ce que vous avez comme solution par rapport à ça sur les copropriétés qui ont des parkings couverts? C'est moi qui ai payé monsieur parce que la prochaine table ronde, c'est sur le risque. Et donc, évidemment, on va répondre aux questions qu'il nous pose. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on réponde à cette première question sur les copropriétés? Non, pas d'autres questions? Alors, Stéphane, je vous en prie. Alors, je suis un peu étonné parce que c'est la première fois que je vois émerger un problème d'assurance. Ce que j'ai déjà entendu, c'est par exemple des collectivités qui me disaient moi, quand j'ai posé des panneaux solaires, mon assureur m'a augmenté le prix de ma prime. Mais ça, c'est à la fois étonnant parce que ça va à l'encontre aussi de la réglementation qui pousse les copropriétés, qui les incite à s'équiper à juste titre. Hein. Donc, on pourra en parler parce que c'est un cas particulier, bon. mais on peut... Alors, comme on n'entend pas, je le dis, la Belgique a interdit les charges. Écoutez, nous pour l'instant, on travaille sur le sujet, on amène des solutions, mais j'allais dire modestement dans notre niveau d'opérateur de réseau. Donc, effectivement, mais ça, c'est un sujet que vous êtes le premier à me l'évoquer. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux, merci beaucoup, on vous applaudit. Merci. Et puis la transition est faite puisqu'on va passer à notre table ronde numéro 4 qui concerne le risque. Et pour cela, je vais demander... Alors, il y aura Laurent Héraille de Mobiliance qui sera avec nous, mais en visio. Je vais demander à Cyril Sobianski d'Enersis, à Benoît Martin du SDIS, à Amandine Lecoq d'Ineris et à David Zarek, inspecteur de l'environnement de la DREAL, de me rejoindre sur cette scène. Je fais un petit peu de ménage. Je vous en prie, il n'y a pas de... Voilà. Vous vous mettez comme vous voulez. Monsieur le lieutenant-colonel avec moi dans ces cas-là. Merci. Allez, David, on va commencer avec vous. On ne va pas répondre tout de suite à ce monsieur, mais finalement, je pense que nos échanges vont partiellement répondre à sa question. Peut-être qu'on peut rappeler le rôle générique de la DREAL pour commencer. Oui, alors la DREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, un service déconcentré de l'État en région, oui. Qui veille à appliquer les politiques publiques du ministère de l'écologie principalement. Donc on parle de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, protection de la biodiversité, lutte contre l'habitat indigne, j'en oublie, transport et mobilité, c'est la DREAL. Mais c'est pas ça qui m'amène à être parmi vous aujourd'hui, c'est aussi la prévention des risques et des nuisances. Des risques qui soient naturels, miniers et industriels. Et on a également un rôle d'information, de diffusion et de communication vis-à-vis du grand public, surtout ces domaines et ces enjeux qu'on essaye de mettre en cohérence. Alors encore plus spécifiquement, le risque lié aux batteries, qui est une filière, alors qui n'est pas totalement nouvelle, mais qui est quand même assez récente et qui en tout cas est en expansion rapide. Voilà, comment on mesure les risques, comment on les définit, c'est quoi la méthode? Alors, toutes les activités, les métiers qu'on voit en lien avec la batterie, hein, de la fabrication au recyclage, même la fabrication des précurseurs, utilisent des matières ou génèrent des activités qui sont potentiellement polluantes ou à risque. Elles sont intégrées dans une nomenclature qu'on appelle la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Au travers de cette entrée, de ce classement comme installation classée pour la protection de l'environnement, il y a un suivi qui est réalisé par l'inspection des installations classées de la DREAL tout au long de la vie des installations. En amont de la création de l'entreprise, hein, on vérifie l'autorisation, donc on délivre une autorisation environnementale.
Et puis ensuite, tout au long de sa vie, on vérifie le respect des prescriptions qu'on aura imposées pour garantir la prévention des biens et la limitation du risque. Et enfin, jusqu'en fin de vie, on va gérer les conditions de remise en état du site. Alors on entend souvent parler d'études de danger. Sur quelles règles on définit finalement les réglementations contre le risque et comment on définit finalement, enfin comment on mesure le risque potentiel? Au travers du dossier de demande d'autorisation environnementale, on a en effet la partie études de danger qui vise à vérifier que les risques générés par l'activité sont bien appréhendés par l'exploitant, qui sont compatibles avec son environnement et que toutes les mesures sont mises en place pour garantir une intervention et une limitation des effets en cas de survenance de ces événements. Pour ce faire, l'exploitant analyse le retour d'expérience, interne, externe, lié à l'activité ou aux différents produits utilisés, caractérise et identifie les potentiels de danger de tout son processus sur toute la chaîne amont-aval, et va ensuite être amené à modéliser les effets consécutifs à la survenance d'un incendie, d'une explosion ou de l'émission d'un nuage toxique. Alors, est-ce qu'on peut prendre un cas pratique, un ou plusieurs comment ça se passe, à quel niveau d'avancée d'un projet vous intervenez et comment vous discutez finalement avec la personne qui crée le projet? Alors, nous, on va recevoir ces études de danger et comme là, on est sur une activité assez nouvelle pour laquelle on n'a pas énormément de retour d'expérience, on est un petit peu en manque de données. Donc, on a besoin de valider, d'expertiser certains points, les pouvoirs calorifiques d'une batterie, la résistance à l'explosion. Et pour ce faire, nous, on est, comme on le dit souvent, on est simplement armé de notre crayon, notre stylo, notre tablette. Maintenant, pour être un peu plus moderne, on va faire appel à des experts pour la réalisation d'essais in situ, avec, si possible, les produits déjà qui seront développés sur le site des Gigafactories, par exemple. Alors, est-ce que sur les Gigafactories, est-ce que vous avez mené vous-même ou eu vent de... Comment ça s'est passé? Voilà. On a fait mener, en effet, je pense, pour les 4 Gigafactories de la région, une relecture critique déjà par notre expert préféré qui est l'INERIS. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Vous faites bien les choses, oui. Et puis, en effet, sur un cas dunkerquois, on a été amené à faire des tests de résistance à l'incendie, de détermination du pouvoir calorifique sur des batteries qui avaient un mode de fonctionnement, une composition totalement nouvelle. Et pour laquelle on nous avançait en effet une résistance, une solidité assez exceptionnelle. Et on est un petit peu, comme ça Thomas, forcément, on a besoin de voir pour croire, et donc c'est pour ça qu'on est passé par la réalisation de tests in situ. Alors vous parlez des tests, vous parliez de données. Bon, les tests, on les fait. Les données, finalement, on n'en a pas forcément beaucoup. On va les chercher où pour réussir à définir justement les règles? Je parlais tout à l'heure du retour d'expérience. Au niveau national, pour l'instant, il est encore limité, même si on a eu quelques événements quand même qui sont assez marquants. Au niveau mondial, on a quand même un petit peu de matière. Et puis après, on apprend en marchant. On découvre certains phénomènes dangereux, certains événements initiateurs qu'on n'aurait pas forcément imaginé, ou que l'exploitant n'aurait pas forcément imaginé. Et puis on rattrape le coup a posteriori. C'est une démarche qui va être itérative, comme toute élaboration de la réglementation. Alors, c'est une activité un peu nouvelle. On en parlait tout à l'heure. Quand il y a un feu dans une batterie, ça a tendance à faire la une des journaux pendant une semaine. Est-ce que ça arrive si souvent que ça, au point d'interdire finalement les recharges dans des parkings souterrains, ou est-ce que ça arrive pas tellement plus souvent que dans des véhicules classiques à essence? Là, je laisserai le colonel répondre. Je pense que vous devez avoir un petit peu de stats, mais c'est vrai qu'on parlera plus facilement d'une trottinette qui explose dans un local d'immeuble ou d'une voiture électrique qui brûle dans un garage qu'une voiture thermique qui brûle. C'est devenu assez commun, même un 31 décembre dans certains coins de France. On est sur une technologie nouvelle qui fait parler, et tout ce qui est nouveau, questionne, interroge. On parlait aussi ce matin d'un traitement médiatique qui pouvait être assez particulier sur l'électrification des véhicules. Donc,
Il y a tous ces enjeux-là qu'il convient de considérer, mais le risque zéro n'existe nulle part. Ce qu'il faut, là, c'est valoriser ces incendies quand ils arrivent pour éviter qu'ils se reproduisent ou que leurs conséquences soient les moindres possibles. Alors si on rentre dans le sujet, les risques que vous définissez, ceux qui sont les plus importants finalement, ça serait lesquels en lien avec cette industrie de la batterie? On a les trois grandes familles qui sont concernées, hein. L'incendie avec l'emballement thermique, et qui en plus, avec des batteries, peuvent générer des fumées d'une consistance assez importante, donc qui ne facilitent pas forcément l'intervention des secours ou qui peuvent perturber la circulation. Les explosions, surtout quand on a du stockage stationnaire de batteries dans des bunkers un peu fermés, donc forcément on peut créer une atmosphère un peu explosive. Et le toxique par la dégradation de certains composés des batteries qui peuvent aller jusqu'à émettre de l'acide fluorhydrique. Alors, on parlera forcément de risques technologiques, mais il ne faut pas non plus mettre sous le tapis la partie risque chronique et risque sanitaire liés aussi à l'utilisation de certains minerais, le lithium notamment, qui peut encore nous poser certaines questions. Et puis, on a aussi, avec une technologie un peu nouvelle, un risque industriel, mais côté industriel, d'être soumis à une distorsion de concurrence par une imposition de prescriptions non homogènes. Je veux dire, où on serait peut-être plus méchant avec lui parce qu'on ne pourrait pas standardiser comme on peut le faire dans d'autres industries avec le retour d'expérience qu'on peut avoir. Alors ça veut dire que, vous l'avez dit, on apprend en marchant, finalement c'est en train de se positionner. Est-ce que néanmoins on peut dire que la réglementation aujourd'hui elle est stable, suffisamment stable? Alors, on est en France, une réglementation stable, c'est pas forcément garanti. Le problème, on en parlait un petit peu ce matin. On a l'Europe qui impose, au travers de ses règlements batterie, différentes modalités, comme on l'a dit, hein, sur le suivi, la traçabilité et le recyclage. On a également actuellement au niveau européen des discussions sur la classification déchets liés aux batteries. On va un petit peu éclater et spécifier chaque type de batterie selon un code afin de lui garantir une meilleure traçabilité. Et au niveau français, on va sans doute, les discussions ont commencé, hein, on est dans un public averti ici, créer une nouvelle rubrique ICPE relative aux batteries lithium. Le périmètre reste encore à définir. Est-ce qu'on sera uniquement la fabrication, le stockage? Le périmètre d'encadrement des prescriptions générales reste également à définir. On aura de la sécurité, de la sûreté, on aura peut-être également de l'aspect chronique sur la partie air, eau, émissions de déchets. Le calendrier affiché actuellement est une publication de la rubrique et de l'arrêté de prescription de mesures générales pour l'été 2025. D'accord, donc ça va évoluer, mais on voit quand même à peu près une stabilisation en marche. On essaye, hein, d'autant plus, on en a parlé ce matin, les technologies évoluent. Là, on est quasiment sur du NMC. Si une autre technologie émerge, il y aura d'autres risques qui vont émerger également. Donc, il faudra forcément se rattraper et suivre la technologie, comme on essaye de le faire depuis que les installations classées existent. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour réagir sur nos cas pratiques. Amandine, je me tourne vers vous. On a déjà évoqué Ineris rapidement. Néanmoins, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est tout simplement Ineris? Bonjour à tous. Donc l'Ineris, c'est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial. Nous sommes placés sous la tutelle du ministère chargé de l'environnement. Notre mission, c'est de contribuer à la prévention des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens et sur l'environnement. Nous sommes 550 personnes environ et nous sommes principalement basés à Verneuil-en-Alatte dans l'Oise. Et nous avons quelques équipes basées un peu partout en France, Nancy, Aix-en-Provence, Bourges et Lyon. Je veux bien qu'on passe, voilà. Donc quelques activités clés de l'Ineris. Donc globalement, nous avons différents experts, plein d'activités différentes en lien avec la compréhension, la maîtrise des risques à l'échelle d'un site industriel, d'un territoire, la maîtrise des risques liés à la transition énergétique et à l'économie circulaire,
et la caractérisation des dangers des substances et leur impact sur l'homme et la biodiversité. Donc à l'INERIS, nous avons des activités qui sont basées sur ce qu'on appelle un trépied. Donc nous avons à la fois des activités pour des prestations commerciales pour des industriels, un rôle d'appui au pouvoir public, et puis aussi des activités de recherche. Donc, dans le domaine de la sécurité des batteries, notre mission, c'est d'accompagner l'innovation sur l'aspect sécurité. Donc, depuis une quinzaine d'années maintenant, nous avons développé l'activité sur la sécurité des batteries. Donc, les objectifs sont de développer des connaissances sur les mécanismes de déclenchement de situations dangereuses, sur les effets en cas d'emballement thermique des batteries et sur les moyens de maîtrise de risque. Donc la mitigation des causes et des effets. Donc nous avons 2 plateformes d'essai qui permettent de caractériser les effets, d'évaluer la sécurité de ces batteries. Donc vous voyez les photos ici. Donc une plateforme Steve Security qui est dédiée à la réalisation d'essais de sécurité sur les batteries, où on va réaliser des essais thermiques, électriques et mécaniques, ce qu'on appelle des essais abusifs. Et puis une plateforme incendie, où on réalisait également des essais à plus grande échelle, jusqu'à l'échelle PAC, voire système complet. Voilà. Si vous voulez revenir à la slide précédente. Non, c'est bon. Après, il y avait quelques exemples d'activités sur la base du trépied, mais on n'est pas obligé d'aller dans le détail. Bon, eh bien, on y reviendra. Je vais vous poser une question difficile, finalement. Si j'ai bien compris, vous faites également des tests pour définir s'il y a risque ou pas risque, quel degré de risque, oui, etc. Comment on définit qu'il y a un risque? À quel moment on considère qu'il y a un risque et quels conseils on donne pour le maîtriser? Donc, pour définir ce qu'est le risque, donc ici, il y a quelques définitions qui sont données dans la slide. Donc, on peut le définir comme un danger éventuel, plus ou moins prévisible, inhérent à une situation ou à une activité. Ou on peut donner aussi une autre définition, éventualité d'un événement futur, incertain ou d'un terme indéterminé ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties, pouvant causer la perte d'un objet ou tout autre dommage. Donc il ne faut pas confondre le risque et le danger. Donc le risque associe une idée d'incertitude au danger. Et le concept technique du risque s'appuie sur 2 composantes principales, la possibilité d'un danger et son potentiel d'effet sur les cibles ou enjeux exposés, c'est-à-dire les conséquences. Donc un événement potentiellement dangereux ne génère un risque que s'il est susceptible de porter atteinte à des enjeux humains, environnementaux, économiques ou culturels. Donc vous avez ici un schéma qui représente le processus de gestion des risques. Donc il faut d'abord définir le risque, apprécier les risques, donc les identifier, les analyser en termes de probabilité, de gravité, et les évaluer en termes de hiérarchisation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'appréciation du risque. Ensuite, il faut pouvoir maîtriser ces risques, donc en mettant en place des barrières de prévention, de limitation, de protection. Donc c'est là où l'INERIS intervient essentiellement. Et ensuite, on a tout ce qui est gestion de crise, après-crise. Donc là, on est plutôt en rôle d'appui sur cette dernière partie. Alors si on zoome sur notre filière batterie, c'est quoi les risques de la filière batterie pour vous ? Donc là, c'est repris un peu ici. Si on se concentre plutôt sur les batteries au lithium, qui est le sujet principal aujourd'hui, puisque ce sont les batteries qui dominent le marché, avec essentiellement 2 grandes technologies, on va dire, les batteries lithium-ion qui représentent la majorité, et les batteries lithium-métal polymère, qui sont 2 technologies vraiment différentes en termes de fonctionnement et aussi en termes d'effet en cas d'emballement thermique. Donc les principaux risques, en fait, c'est ce qui a été un peu mentionné tout à l'heure. C'est un risque d'incendie, un risque d'explosion, surtout quand on est dans des endroits confinés, avec l'émission de fumée potentiellement toxique et inflammable, et éventuellement des effets de projection en fonction des cas. Donc ces effets peuvent intervenir lorsqu'on a un emballement thermique des batteries. Et qu'est-ce qui provoque cet emballement thermique ? Donc il peut y avoir des causes, différents types de causes qui sont listées ici sur la gauche. Donc des agressions électriques, si on dépasse la tension par exemple admissible d'une batterie, donc il peut y avoir un phénomène d'emballement thermique, des agressions mécaniques, des chocs mécaniques par exemple,
ou des agressions thermiques, donc si on va au-delà de la température admissible par la batterie. Une autre cause, c'est aussi une cause interne. On peut avoir des défauts en interne de batterie. Tout à l'heure, on parlait de pouvoir gérer la contamination et ce genre de choses. Effectivement, c'est très important puisqu'il peut y avoir des départs d'emballement thermique liés à des défauts de fabrication, justement avec des particules métalliques, par exemple, qui seraient introduites au cours du process. Donc, quelques exemples ici d'accidents. Donc, en fait, on peut voir... que différents types d'accidents sont recensés aux différentes étapes de cycle de vie d'une batterie. Donc tout en haut, il y a un exemple. Donc c'est noté fabrication, mais c'était plutôt un site d'assemblage de batteries où un incendie a eu lieu en 2020. Là, il y a un exemple qui est un peu ancien, mais sur le transport, on a des exemples un peu plus récents de feux au niveau de camions de transport. Un exemple, ensuite quelques exemples au niveau utilisation, que ce soit dans le domaine aérien, électromobilité ou containers, batteries stationnaires, où tout à l'heure on mentionnait les phénomènes d'explosion. Donc c'est ce qui s'est produit ici en 2023. Aussi des incidents recensés lors du stockage. Donc 2 exemples ici, donc un grand couronne en 2022 sur des batteries lithium-métal polymère. Et sur le site de Sopave en février 2024 pour le stockage de batteries usagées. Et puis sur le site de recyclage, donc là c'est un exemple assez ancien, mais il y a un incendie qui s'est produit il n'y a pas très longtemps, donc le 30 octobre, aux États-Unis, où on voit tourner la vidéo en ce moment avec une explosion assez impressionnante sur une usine de recyclage dans le Missouri, je crois. Voilà, donc tout ça pour mentionner qu'il y a quand même des cas d'accidents. Au niveau des véhicules électriques, donc ce sont des données ici qui sont répertoriées par EV Firesafe, qui est une entreprise australienne qui recense les feux de véhicules électriques, en tout cas les feux de véhicules électriques qu'ils ont pu vérifier. Donc ils en ont recensé 511 ici entre 2010 et 2024. Bien sûr, c'est pas forcément exhaustif. Il y a forcément des données qui ne sont pas communiquées. On peut voir en fait, on peut quand même regarder un petit peu au niveau statistique ce qu'il en ressort. En fait, on peut voir que des accidents peuvent se produire lorsque le véhicule est garé, donc dans un garage typiquement ou un parking souterrain. Donc ça représente 26% des cas recensés. Lorsque le véhicule est garé à l'extérieur, ça représente 39% des cas recensés, ou lorsque le véhicule est en roulage, et ça représente 35% des cas. Dans la plupart des cas, on a généralement un incendie, donc dans 96% des cas, et dans 5% des cas, enfin 4, on a ce qu'on appelle un VCE, Vapor Cloud Explosion, donc on a une accumulation de fumée et une explosion du nuage de gaz. C'est pas mentionné ici, mais de mémoire, je crois que c'est à peu près 15% des cas où l'incendie s'est produit après une charge ou dans l'heure qui suivait la recharge. Merci pour toutes ces données. Vous en parliez tout à l'heure, vous êtes amené à intervenir après des accidents. C'est quoi l'étude qu'on mène dans ces cas-là ? Effectivement, on peut être amené à jouer un rôle d'appui technique dans le cadre d'expertise après accident. Donc il y a un exemple ici, suite à un incendie d'un container, donc d'un système de stockage stationnaire à Perles-les-Castellets en Ariège qui s'est produit en 2020. Donc les rapports complets sont disponibles, sont en ligne. Donc en fait, le système était en cours de mise en service. Donc un départ de feu a été constaté. Donc tout d'abord une émission de fumée blanche constatée par les opérateurs qui étaient présents sur place. Donc l'alarme incendie s'est déclenchée. Ce qui a pu être constaté, c'est que 40 minutes environ après la première détection, il y a eu une explosion. Donc c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure, le risque d'explosion dans ce type de système, avec une ouverture de la porte et suivi d'un incendie. Donc tout n'est pas forcément écrit ici, mais ce qui ressort de cette expertise, en tout cas ce qui ressort dans les rapports, c'est que le système d'extinction qui était installé dans le container s'est avéré inefficace, que le fait de superposer le container batterie au-dessus du container d'électronique de puissance n'était pas forcément une bonne idée,
notamment liées à la tenue, à la structure mécanique du container et aussi pour les difficultés d'intervention. Nous avons prélevé des suies sur la porte du container et qui ont été analysées. Donc c'était une chimie LFP ici. Donc la chimie LFP peut être amenée à brûler quand même. Donc en tout cas, c'est ce que montre un peu l'accidentologie. Donc on a vu la présence de phosphore, de fluor, de lithium, de cuivre, d'aluminium. D'où la nécessité, dans la mesure du possible, de pouvoir retenir les eaux d'extinction. D'autant plus qu'ici, de mémoire, il y avait une rivière qui était pas très loin. Voilà, donc en fait, nous, côté Ineris, ce qui a été regardé, c'est surtout d'essayer de déterminer la cause, en fait, de ce départ de feu. Donc les données collectées par le système de gestion de la batterie ont été analysées. Ce qui ressort, a priori, la principale hypothèse, ça serait un défaut d'isolement au niveau des liaisons électriques qui traversent les supports de rack batterie. Par contre, on n'a pas réussi à déterminer les causes de ce défaut d'isolement. Voilà, donc il y a un certain nombre de recommandations qui sont émises dans les rapports et aussi, il y a quelques exemples qui sont donnés ici, notamment l'attention à porter sur les liaisons électriques, le contrôle automatisé de l'isolement des racks, les moyens de protection électrique, puisque, par exemple, ça a été montré que le fusible qui est installé n'a pas permis d'arrêter le courant qui passait à travers ces racks et donc a entraîné un court-circuit, des arcs et l'emballement thermique des batteries. Voilà, aussi des questions sur le dimensionnement des moyens d'extinction, etc. Une dernière question, vous venez de parler de recommandations. Comment on fait pour donner des consignes pour encadrer les risques finalement? Et est-ce que, même question que tout à l'heure, vous avez l'impression qu'aujourd'hui on arrive à des recommandations qui sont efficaces ou à une réglementation qui est bonne, juste, efficace? Alors en fait, il peut y avoir des recommandations à différentes échelles déjà. Et aussi donc des mesures de prévention et de protection. Donc il y a quelques exemples ici sur le slide. Ensuite, il y a encore des travaux à mener, des incertitudes sur la maîtrise d'un feu de batterie. C'est quand même assez différent d'un feu, si on parle du véhicule, d'un feu de véhicule classique. Enfin, je pense que vous allez en parler après. Mais il y a des particularités sur les feux de batterie, c'est difficile à éteindre, etc. Donc il y a encore des travaux, je pense, à mener là-dessus pour du moins maîtriser, pas forcément éteindre, mais au moins maîtriser l'incendie. Donc il y a quelques exemples ici de mesures de prévention. Donc bien sûr la qualité de fabrication des batteries, le contrôle de l'environnement de la batterie. Là c'est plutôt adapté à un système stationnaire, mais c'est aussi valable pour d'autres applications. Le BMS, donc le Battery Management System, qui permet de contrôler pas mal de paramètres de sécurité autour de la batterie, limiter les tensions maximum, etc., les températures maximum. Voilà, quelques exemples aussi. Donc là, c'était plutôt sur les systèmes stationnaires, des détections de fumée. Sur les systèmes d'extinction, voilà, là, il faut évaluer s'ils sont efficaces ou pas. Voilà, donc quelques exemples. Et puis aussi tout ce qui est barrière un petit peu de séparation, d'éloignement ou de mise en place de barrières de sécurité type mur coupe-feu, etc. en fonction des applications et voilà, du cycle de vie où on se trouve au niveau du process. Merci beaucoup, monsieur le lieutenant-colonel. Benoît, je me tourne vers vous. Ça va être très bien. Bon, c'est gentil. Avec ma question fétiche, c'est quoi le SDIS? Voilà, à chaque fois je demande qu'on définisse sa structure. Alors le SDIS, donc on est un service départemental d'incendie et de secours. On a pour mission principale celle qu'on voit, c'est-à-dire les camions rouges. Grosso modo pour le département du Nord, c'est 2000 appels jour et on fait 176 000 interventions par an. On fait à peu près du 500 par jour, essentiellement du secours à personne. On fait 10% d'incendie. Le risque, l'incendie industriel, c'est quand même quelque chose de très très rare, même si ça nous occupe. Alors, on va parler 3 secondes des engins. Ça, un fourgon incendie, on en a 200 dans le département, une ambulance, une grande échelle, c'est ce que vous allez retrouver sur la plupart des incendies. La réponse opérationnelle en termes humains, parce que c'est quand même les pompiers qui font marcher les engins, on est sur le département à peu près à 1000 pompiers de garde ou d'astreinte tous les jours.
Dans le cadre du travail sur le risque industriel, donc on travaille sous l'autorité de l'ADREAL, qui est le service qui instruit. Donc nous, on n'est qu'un simple service contributeur. Mais on travaille dans la prévention des risques. On ne fait pas que l'intervention, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter les risques. Et on va avoir... notre travail n'est pas d'appliquer le texte. L'ADREAL le fait très bien. Ils sont bien plus performants que nous. L'INERIS est bien plus performant. Nous, on essaie simplement d'y voir comment on interviendrait et est-ce que, par rapport à ce qu'on a déjà vécu opérationnellement, est-ce qu'on n'a pas des choses à apporter, une vision un peu différente. Donc l'Eurotex, l'expérience professionnelle. On a eu beaucoup de discussions avec les industriels, puisque on a eu la chance dans le Nord de faire 3 usines, mais on s'est aussi renseigné auprès de nos collègues du Pas-de-Calais pour savoir un petit peu, eux, comment ils avaient vécu les choses. Les spécificités pour nous de la batterie, c'est qu'en fait, en termes de matières premières, finalement, on a des produits qui sont pas plus réactifs que ça, pas plus dangereux que ça pour nous. Par contre, le produit, il y a une forte réactivité à la fin. Alors, on a peu parlé, mais les 30% de charge, c'est quelque chose de très important pour nous. On a besoin de différencier aussi l'incendie de l'emballement thermique. L'incendie, c'est globalement, on n'est pas sur une réaction. Alors, oui, c'est une réaction chimique, mais on est sur une réaction un peu plus simple. En général, quand on est confronté à un incendie, on met de l'eau et ça règle un peu vite le problème. Sur l'emballement thermique, c'est bien plus complexe. Et après, on utilise en industrie, alors dans la batterie comme pour toutes, la détection précoce, c'est ce qu'on recherche, la limitation des volumes et des surfaces. Alors, de temps en temps, c'est un petit peu un débat avec l'industriel, mais nous, plus la surface est plus petite, plus on a des murs, mieux ça nous arrange, et la rapidité des mesures de réaction. Sur tous les projets, on a eu un échange permanent avec les industriels pour qu'il y ait une prise en compte de nos avis, tout en sachant qu'il y a toujours un risque résiduel, il sera toujours là. Seconde mission, on doit prévoir l'intervention. Donc, bien sûr, le risque zéro n'existant pas, on va avoir des interventions. On souhaite qu'on en ait le moins possible, mais ça existe. Alors, vous avez en vignette les petites photos aussi des sites industriels. Alors, j'ai pas mis les lieux et les dates, mais ça fait partie de ce qu'on regarde. Pour l'instant, on n'en a qu'à l'étranger. Par contre, pour nous, les gigafactories, c'est déjà des dimensions qui sont très importantes. Envision, c'est à peu près 300 mètres sur 300 mètres. Vercor, c'est 650 sur 150 mètres. Alors, on a des tuyaux qui sont assez longs. Par contre, ça veut dire qu'on s'engage dans des distances qui sont très, très importantes par rapport à ce qu'on a l'habitude. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est une particularité, c'est quelque chose qu'on avait pu. Ça s'est connu dans les grandes usines d'une certaine époque, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne connaissait plus. Donc ça fait partie des points sur lesquels on rencontre une certaine difficulté. Il y a des particularités constructives, des dérogations, par exemple au désenfumage, des choses comme ça. Donc on n'est pas sur des sites, on n'est pas sur un simple entrepôt. Et ensuite, il y a le sujet qui revient de l'emballement thermique, des incendies, des fumées d'incendie, qui ont nécessité, sur des bâtiments de grande dimension, on a des accès en toiture, ce qu'on faisait plus du tout. Voilà, on met des canons. Alors, l'industriel nous met à disposition des canons pilotables à distance, parce qu'il y a des endroits où on ne saura pas aller. On demande des équipes de sécurité incendie dédiées. Donc tout ça, il faut qu'on mette tout ça en cohérence. On met en cohérence les moyens de secours par rapport à ce qu'on a comme élément de base pour essayer d'avoir une logique complète. Voilà. Bien entendu, on sauvegarde d'abord les travailleurs, les sapeurs-pompiers, les biens et l'environnement, ou l'environnement et les biens. Je vous laisse le choix. Je vous interromps une demi-seconde, vous avez parlé de 30% de charge. 30% de charge. C'est quoi les 30% de charge? Alors 30% de charge, je vais peut-être laisser l'INERIS répondre. En gros, donc sur une batterie, donc on a une batterie qui peut être 100% chargée, de 0 à 100% on va dire, et donc le 30% de charge, c'est une charge, on va dire, limitée, et où on observe en général moins d'effets en cas d'emballement thermique. Donc c'est un peu ce qui est recommandé au niveau transport, même si c'est pas écrit clairement ou c'est pas réglementairement demandé, mais en tout cas c'est ce qui est recommandé en termes de transport et aussi de stockage. Merci. Pardon pour cette interruption, je vous en prie. Du tout. Et notre troisième mission, c'est intervenir, donc faire des exercices avec les industriels. Donc on rentre dans cette phase avec Envision notamment. On va rentrer dans cette phase bien sûr avec Vercor.
Un petit rappel, alors, qui coûte rien de temps en temps. Hein. À partir du moment où les sapeurs-pompiers interviennent avec des moyens, le commandant des opérations de secours devient le sapeur-pompier, le directeur des opérations de secours sera le maire ou le préfet, et l'industriel reste responsable de tout le reste du site. Voilà. Bien entendu, on travaille tous ensemble. Le pompier n'arrive pas en sachant, hein, je vous ai dit, 500 interventions par jour. On va considérer 5 incendies par jour. Un incendie industriel, on en fait 4-5 dans l'année. Donc on n'est pas des chimistes, on n'est pas des spécialistes de la batterie. Donc nous, on a besoin d'industriels en permanence, en prévention, en prévision et surtout en opération. Bon, moi, j'ai l'habitude de dire, celui que je vais avoir, qui connaît un peu le site, le responsable production, le responsable hygiène et sécurité, si ça brûle, je l'attrape et je ne le lâche plus. Les événements qu'on redoute, ça vous l'avez bien dit, c'est les flux thermiques, les dégagements de fumée, l'emballement thermique. Alors je différencie volontairement les flux thermiques, l'incendie de l'emballement thermique. Pourquoi je suis accompagné d'un alternant qui avait travaillé sur un sujet qui était de faire un memento pour les pompiers. L'emballement thermique, ce n'est pas systématique. On peut avoir des incendies sans emballement thermique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on est sur de la légende urbaine. Systématiquement, il y a emballement thermique. Non, on peut avoir un incendie de voiture sans emballement thermique, une voiture électrique sans emballement thermique. La troisième mission, pour la détailler, c'est comment on lutte sur un flux thermique. Enfin, vous avez vu, j'ai mis l'eau partout. On parle de beaucoup de choses. Le flux thermique, c'est l'eau. Le dégagement de fumée, c'est l'eau également. C'est-à-dire qu'on va rabattre les fumées, même si on n'arrive pas à arrêter le flux thermique, on va pouvoir au moins rabattre les fumées. Alors l'efficacité, elle n'est pas de 100%, hein, mais c'est déjà mieux que rien. Et l'emballement thermique, c'est aussi l'eau, avec parfois des techniques un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'on essaye de rentrer l'eau dans le pack. Surtout, on doit surveiller, c'est-à-dire que même au bout de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, une batterie qui s'est emballée peut redémarrer. On a eu un exemple récent, il y a moins d'une semaine, dans le département. Il semblerait qu'au bout de 3 jours, la batterie est repartie sur un véhicule qui avait brûlé. Voilà. Donc ça fait partie des choses. Donc ça, c'est nos doctrines. L'eau, c'est ce qu'on sait utiliser le plus facilement. On en a en quantité. Nos moyens aujourd'hui, nos 200 camions incendie ont des pompes pour projeter de l'eau. Tout autre système aujourd'hui, ça nécessitera de l'investissement, de l'engagement. Aujourd'hui, on parle sur les feux de voiture d'avoir des caissons pour mettre la voiture. Ça veut dire qu'il faut des porteurs avec des grues. Il faut les caissons. Tout ça, aujourd'hui, c'est en cours de réflexion. C'est pas facile forcément de s'y lancer en sachant qu'on ne sait pas vraiment l'évolution. Voilà. Et ça ouvre à la 4e mission qu'on a, c'est la veille technologique. Alors, qui est de veiller aussi les réseaux pour voir un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche. C'est tout récent hein, pour nous les batteries. Hein. Je regardais les premiers rendez-vous que j'avais eus avec Envision, c'est 2021. On commence à avoir beaucoup de retextes sur l'utilisation des batteries au quotidien. La difficulté là-dessus, c'est que effectivement, c'est des batteries pour certaines qui sont malmenées. On a parfois, il y a eu sur les réseaux sociaux, ça a un petit peu bougé sur un garage qui a brûlé à Tergnier, où on voit effectivement un garage où il semblerait qu'il y ait une explosion, un feu d'une voiture assez virulent. Sauf que, a priori, l'installation n'était pas prévue pour recharger une batterie. Donc ne mettons pas toujours la batterie en responsabilité de ce qui se passe, il y a parfois l'interface. La semaine dernière, dans le milieu pompier, il y a une caserne en Allemagne qui a brûlé. C'est parti près d'un camion électrique. Alors donc il y avait des batteries lithium, on ne sait pas si c'est le camion, si c'est les matériels qu'on avait dedans, et peut-être est-ce le branchement. Mais aujourd'hui, le raccourci, c'est une caserne de pompiers a brûlé à cause d'un véhicule électrique. Voilà. Et si les casernes de pompiers brûlent, là, on commence à être inquiet. À votre bon cœur. Voilà, donc nous, la doctrine, c'est aujourd'hui, c'est vraiment limiter ce qu'on va rechercher, c'est l'imitation du risque d'emballement thermique. Toutes les solutions qu'on pourra nous apporter, on les regardera. Donc là, on se tourne vers l'industriel, on attend les industriels. Les nouveaux agents extincteurs, ça aussi, on en entend beaucoup parler. Mais pour l'instant, on reste à l'eau. Définition, on en a parlé, de nouveaux volumes d'eau.
Alors le cas n'est pas que sur la batterie. On va parler, on peut parler rapidement du feu d'Allopneu à Valence, un entrepôt. Les volumes d'eau, entre ceux qui sont réglementaires et ceux qui sont prévus, sont sur des facteurs de 3, 4, 5. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une difficulté pour nous. On sait qu'on devra aller chercher de l'eau un peu plus loin, peut-être réutiliser de l'eau d'extinction, ce qu'on n'aime pas trop, mais on sait que ces volumes d'eau vont être à définir. Et en fait, c'est aussi les nouveaux outils face à l'emballement thermique. On a plein de propositions d'industriels aujourd'hui qui nous proposent des choses. On a besoin de voir si ça fonctionne avant d'investir, parce que souvent c'est de l'investissement. Notamment on a des systèmes pour percer les packs de batterie pour pouvoir arroser directement dedans. Mais ça veut dire qu'on s'approche du véhicule, etc. Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, on protège la population. Dans la population, il y a les sapeurs-pompiers. Tout à l'heure, on parlait des conteneurs. Une des doctrines qu'on a sur les conteneurs aujourd'hui, c'est laisser brûler. Je ne vais pas aller mettre un pompier pour ouvrir une porte. Alors, n'en déplaise, on a effectivement des fumées qui vont partir sur l'environnement, peut-être un peu plus importantes, mais ça ne vaudra jamais une vie humaine, et notamment celle d'un sapeur-pompier, à qui on va les faire prendre des risques. Aux États-Unis, il y avait eu un emballement sur un conteneur de stockage d'énergie. Il y avait eu 4 pompiers blastés parce qu'ils ont voulu ouvrir. Voilà. Donc aujourd'hui, on envisage de plus en plus le laisser brûler, faire la part du feu, et on essaie de travailler en sécurité. Merci. 2 dernières questions très, très rapides. Quand on a préparé cette conférence, vous m'avez dit que vous avez participé à pas mal de concertations publiques et qu'à chaque fois, peut-être pas la seule, mais la première question qu'on vous posait, c'est est-ce que vous passez votre vie à intervenir sur des autocombustions de batteries ? C'était ça ? Oui, alors la réponse est non. On ne fait pas des feux de voitures électriques, on ne fait pas de batteries électriques tous les jours. On en fait. On en fera de plus en plus, ça c'est certain, mais on en fait, voilà, ça reste pas le sujet principal chez nous. Dernière question qui est plus un avis personnel. On vous attendait intervenant quand il y a un incendie. On se rend compte de tout le travail de prévention en amont qui est fait, et notamment avec les industriels. Peut-être un mot sur cette relation qui se noue avec les industriels. Est-ce que vous la considérez comme efficace, bonne, amicale ? Alors, amical, c'est à eux de le dire. C'est peut-être un peu humano-dépendant, ça. Je vois M. Pénaud sourire, mais on estime que nous, on travaille pour le service public, pour l'État, pour la population. À un moment donné, si on n'est pas convaincu par ce que fait l'industriel, plutôt que de lui dire « le jour où ça brûlera, je vous l'avais dit », je préfère lui dire avant, lui dire les yeux dans les yeux. Alors, on a travaillé avec les industriels. Je parle avec les 3, au moins du département du Nord, on a travaillé de façon très ouverte, voilà, en se disant les choses, sachant que personne n'a intérêt à avoir un incendie sur une usine de batterie, ni eux, ni nous. C'est le mot de la fin, merci. Cyril, je me tourne vers vous avec ma question classique. Je vous ai vu sourire pas mal de fois. On a parlé d'apprendre en marchant, on va y revenir, on a parlé de conteneurs, on va y revenir. Bref, c'est quoi NR6, c'est quoi votre activité ? Alors NR6, on est dans les monts de l'Artois, en France. Donc la vallée de la batterie, c'est aussi un peu plus loin, là-bas près de la Scarpe. Et donc NR6, c'est un acteur mondial majeur des solutions de stockage d'énergie. Donc c'est une société américaine, à peu près 11 000 personnes à travers le monde, une vingtaine de sites de production et un peu plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Et une filiale en France, dans la vallée de la batterie, mais encore une fois plus près des monts de l'Artois, puisqu'on est dans la zone industrielle est d'Arras depuis 50 ans. Et mes propos, ce que je vais tenir juste après, ça va faire écho à tous les échanges qui viennent d'être faits, parce que ce que je vais essayer de vous raconter, c'est l'expérience, à la demande de Jean-Marie Lécluse, de ce qu'on a vécu sur l'installation d'un stockage de lithium. Et c'était de toute beauté. Vous nous avez alléché, allez-y, racontez-nous, tout simplement. Alors, on parle de gigafactory parce qu'on parle de gigawattheure. Donc nous, à Arras, on fabrique 2 gigawattheures d'énergie par an, mais surtout sur des batteries plomb-acide. Depuis 2 ans, on s'est lancé dans l'aventure batterie lithium-ion, en complément de notre portfolio, sur une activité orientée chariot-élévateur, métier de l'attraction. D'accord ? Donc notre défi, c'était de pouvoir mettre en sécurité le stockage de cellules qui vient d'un peu loin, sans le mettre dans un bâtiment.
Donc on rentrait dans une case un peu spécifique parce que l'ICPE pour le stockage de batteries lithium ou de cellules lithium hors bâtiment, là on était des extraterrestres. L'hypothèse qu'on avait retenue, c'était des conteneurs maritimes 40 pieds, à une vingtaine de mètres de bâtiment. Et puis en 2022, en avril, on réalise notre portée à connaissance pour nourrir notre arrêté préfectoral à la lumière de calculs, d'effets dominos, de flux milog, de contact avec l'INERIS pour vérifier les différentes hypothèses et différentes simulations. Une visite de l'Adréal, une occasion de s'améliorer, autrement dit, une mise en demeure. Et donc, la mise en demeure, elle était sur 2 points, l'air étanche sur le stockage et la rétention des eaux de feu. Donc c'était vraiment les 2 points principaux qui étaient relevés lors de la visite et puis du courrier qu'on a reçu dans la foulée. Mais ce qu'on voulait faire, c'était pas juste se satisfaire de dire et si on mettait, si on transformait cet air en air étanche et si on avait la rétention pour les eaux de feu, est-ce que ça suffirait? Donc ce qu'on a fait, c'est encore une fois pas de rubrique ICPE très claire, pas de normatif, pas de fait comme ça et ça sera bon. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué la carte de l'innovation et de la coopération. Et dès mars 2022, on a réussi à réunir, avec le soutien de Bureau Veritas, donc l'Adréal, le SDIS 62, la CARSAT et puis d'autres agents techniques et la communauté urbaine d'Arras. Et le but, c'était que peut-on faire ensemble? Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre l'entièreté, l'intégralité des points des différentes parties prenantes. Et on est arrivé à une solution qui nous disait, je confirme la doctrine, c'est je viens avec ma lance, moi pompier, et puis je vais arroser vos conteneurs pendant 48 heures. Donc faites en sorte que les eaux de feu issues vont être capturées, vont pouvoir être retraitées par la suite sans aller directement dans un système de traitement ou de décantage. Et puis évitons l'emballement thermique. Donc la solution qui a été retenue après tous ces échanges, ça a été de dire on va mettre une aire complète, étanche, mais à la fois une rétention sous des conteneurs. Ces conteneurs, ce seront des conteneurs frigo qui auront une vocation d'étanchéité, d'isolation aussi à la température pour éviter les amplitudes trop importantes en minimum, en maximum, de la détection. Et c'est surtout pour éviter l'emballement de mettre des murs coupe-feu 2 heures, donc à peu près 4 mètres de haut, tous les 2 conteneurs, histoire de faire des grappes et de venir séparer le risque. Donc c'est là-dessus qu'on est parti. Donc il y a eu encore une fois différents va-et-vient, évidemment. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est une société américaine. Quand je suis venu voir mes patrons en leur disant « Bon, comment vous dire, il y a un truc, c'est pas écrit dans la loi, mais si on le fait pas, on est mal et je vais pas réussir à lever la mise en demeure. » Donc ça s'est pas passé tout seul. Pour finir, donc la proposition qu'on a faite, documentée avec du timing, avec l'intégralité des plans, des vues de coupe, encore une fois en répondant aux attentes de l'Adréal, du SDIS, de toutes les parties prenantes. Donc on a validé l'investissement en juin, donc quand même pour la bagatelle de 800 000 $. Et puis donc les travaux sont en cours et donc les premiers conteneurs seront en place à la fin du mois de décembre. Et donc une fois que tout ça sera fait, je vais pouvoir lever la mise en demeure qui pour l'instant est toujours en cours évidemment. Pour revenir au verre à moitié vide et à moitié plein, on est en bonne voie finalement quand même. On est en bonne voie, mais encore une fois, c'est aussi la bienveillance, l'humilité et puis les échanges qu'on a pu avoir qui nous sont amenés à là. Parce que ce qu'il fallait aussi que je sois en capacité de faire, c'est de dire, écoutez, oui, groupe Enersys, nous allons investir presque $1 million pour cette aire de stockage, mais il faut que dans 10 ans, elle soit toujours aux normes. Donc peu importe ce que la rubrique ICPE qui est prévue donc, pour l'été prochain, soit en conformité et qu'on n'ait pas de modifications majeures à apporter sur notre réflexion et sur ce qu'on aura réalisé. J'allais vous demander si vous aviez une demande. En voilà une en tout cas. Est-ce qu'il y en a une autre, un retour? Voilà, est-ce que vous avez envie de faire passer un message? Je pense vraiment qu'il faut la jouer simple et puis humble. On ne sait pas, encore une fois, je rejoins tout à fait ce qui a été dit jusqu'à présent. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Et puis la transparence, les échanges. Et puis je pense que tout le monde est de bonne constitution et a envie de faire mieux, encore une fois, dans cette optique de région phare et lumière au niveau de la batterie.
Amandine, David, est-ce que vous avez un retour, quelque chose à ajouter? Finalement, voilà, on apprend en marchant, on l'a dit tout à l'heure, finalement c'est ce qui s'est passé, mais on y est en même temps arrivé. Enfin, on y arrive en tout cas. C'est une belle illustration en effet c'est les précurseurs qui subissent un peu, enfin qui essuient les plâtres d'une réglementation qui est pas forcément en adéquation avec la technologie, avec ce qui peut être réalisé. Simplement rappeler que le confinement des eaux d'extinction, c'est prévu pas uniquement pour l'activité de lithium, c'est prévu dès qu'on a un incendie, qu'on doit récupérer les eaux d'extinction. Et qu'au final, oui, il faut toujours essayer d'anticiper, de communiquer, en effet, et en sachant, en effet, de rester humble. On en parlait ce midi, nous, sur un autre exemple, une gigafactory qui nettoyait ses chaînes de production a généré une alerte auprès de l'un de ses de ses retraiteurs de ce liquide de nettoyage, parce que la concentration en électrolyte était un petit peu trop élevée et pouvait générer des émanations toxiques en cas d'humidité ou de présence d'air. Quelque chose qui n'avait pas du tout été anticipé dès le début. Donc forcément, on est toujours dans cette logique itérative de progrès continu. Quand a été qualifié tout à l'heure le projet de stockage de batteries dans des conteneurs frigo et qu'on l'a qualifié d'extraterrestre, je vous ai vu acquiescer. Donc c'était pas gagné d'avance, quoi, globalement. C'est sûr que ça rentre pas dans une des rubriques de la nomenclature sur laquelle on a forcément l'habitude de s'appuyer, quoi. Mais on a aussi l'esprit ouvert. Il faut l'avoir au quotidien. Et il faut essayer d'ouvrir de nouvelles portes pour essayer de tous s'en sortir par le haut. Alors on a un deuxième exemple avec Laurent Héraille qui doit être avec nous normalement en visio. Laurent, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends très bien, bonjour à tous. Alors Laurent, vous avez un accent qui n'est pas peu marqué, mais qui n'a pas l'air forcément de venir des Hauts-de-France. Non, il ne vient pas d'Arras, non. C'est la région toulousaine. Ah d'accord, ça va mieux. Alors, bonjour Laurent. Une question classique, donc. C'est quoi Mobiliance? C'est quoi vos activités? Je crois qu'il y en a beaucoup. Oui, alors Mobiliance, c'est une fédération qui se situe surtout en aval, tout ce qui est après-vente de l'automobile, mais de la mobilité dans son ensemble, puisqu'aujourd'hui on couvre plus d'une vingtaine de métiers. Et le dernier métier qu'on a rentré chez nous, c'est la micro-mobilité électrique. C'est le sujet. C'est quasiment plus de 80% de tout ce qui est métier de la mobilité qui adhère à Mobiliance. Et donc, je préside tout ce qui est économie circulaire. Alors, plus précisément sur les batteries, c'est quoi votre projet? C'est quoi son calendrier? Expliquez-nous. Sur les batteries, c'est un sujet pour nous aujourd'hui en tant que centre VHU. Centre VHU, pour ceux qui ne connaissent pas spécialement, c'est les centres qui traitent tout ce qui est automobile et maintenant deux roues et qui sont soumis à une réglementation qui est l'ICPE, la 2712, et qui nous permet de traiter tous les véhicules, tout type de véhicules, que ce soit des véhicules thermiques, des véhicules à gaz ou maintenant des véhicules électriques ou hybrides. Donc c'est pour nous quelque chose d'assez compliqué à appréhender parce que, comme vous l'avez dit, ça a été dit à plusieurs reprises, on avance en marchant, et nous, justement, certains centres VHU spécialisés dans les véhicules accidentés, rentrent déjà pas mal de véhicules puisqu'on colle au parc roulant, et il a fallu prendre les devants et trouver des solutions pour pouvoir traiter ces véhicules en toute sécurité. Il y a une étude INERIS qui a été établie avec Madame Lecoq, qui est là, sur un de nos centres, pour appréhender justement tous ces risques, puisque nous allons récupérer ces véhicules, c'est-à-dire nous allons les chercher chez les dépanneurs qui sont allés les chercher sur un accident sur une autoroute, la voie publique. Ils arrivent chez nous, ils sont contrôlés, ils sont expertisés, ils sont stockés, démantelés. Les batteries, il y a les batteries qui sont contrôlées pour voir leur taux de SOH, si elles peuvent être revendues en tant que telles pour la même utilisation, en tant que réemploi reconditionné, ou alors le statut de déchets. Et après ça, elles partent dans un centre de reconditionnement, de recyclage, pardon, comme la SNAM, qui est pas loin de chez nous dans l'Aveyron, ou Rodieuse, voilà, il y a très peu aujourd'hui de centres comme ça de recyclage qui existent.
Donc c'est vrai que la batterie dans nos centres VHU, c'était un vrai sujet. Aujourd'hui, au niveau un peu plus clair, puisque de cette étude Eneris est arrivée courant décembre 2023 une ICPE 2712 qui a été revue avec toutes les préconisations qu'on devait mettre en place chez nous et les investissements par rapport à ce véhicule électrique. Alors l'enjeu est important, hein, puisqu'on parle de réutilisation, de recyclage, donc le but est positif dans la chaîne générale. Quel était le problème finalement et quelles ont été les solutions qui ont été préconisées? Est-ce qu'elles étaient faciles à mettre en œuvre? Comment se sont passées aussi les discussions finalement avec Ineris? Expliquez-nous tout ça. Les discussions, ça a été déjà un constat. On leur a fait voir comment on travaillait aujourd'hui, ce qu'on envisageait de mettre en place par rapport à l'expérience aussi qu'on a eue ces dernières années, et de trouver les meilleures solutions, notamment les distances à respecter entre les véhicules, entre les zones de travail et les bâtiments, sur les postes de déconstruction, sur les postes de dépollution. Tout ça, ça a été un travail qu'on a mené en commun, et essayer de voir aussi les difficultés qu'on avait eues. Alors c'est vrai que l'emballement thermique, la température, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui pour nous est primordial, parce que souvent les incidents qu'on a eus sont partis de la batterie qui s'échauffe, une fumée qui se dégage. Mais voilà, le but, c'est de pouvoir intervenir rapidement avant qu'il y ait l'incendie, parce que comme l'a dit le SDIS tout à l'heure, une fois que l'incendie est parti, franchement, c'est trop tard à part de laisser brûler. C'est pour ça que les distances sont importantes à respecter. Mais avant ça, si on arrive à cette batterie, à la mettre dans des bacs avec de la vermiculite ou autres produits à l'intérieur, ou quasiment même de l'eau, ça permet déjà de mettre en sécurité la batterie. Donc tout ça, ce qui veut dire qu'il a fallu adapter nos postes de travail au niveau des tenues aussi, des EPI. Il a fallu travailler là-dessus, parce qu'aussi dans des véhicules accidentés, vous avez des véhicules qui ont brûlé. Donc du coup, avant le broyage, il faut enlever cette batterie, ce qui n'est pas facile, des véhicules immergés et des véhicules aussi qui ont été désincarcérés. Donc du coup, il faut découper ces batteries, et là, il faut être équipé de scaphandres avec des bons filtres pour pouvoir enlever cette batterie, parce que dès qu'on a quand même déposé la batterie du véhicule, on a déjà quelque chose qui est moins volumineux, qui a moins de poids, et qu'on peut traiter plus facilement que le véhicule entier. Puisque le véhicule entier, franchement, à part de l'immerger aujourd'hui, il n'y a pas trop de solutions. L'immersion permet, c'est vrai, de stopper si c'est fait au bon moment. Après, il existe aussi des bâches anti-feu qu'on a pu tester. Alors après, la bâche anti-feu, elle a ses limites, puisque il faut déplier cette bâche et pouvoir envelopper le véhicule. Donc, ça se joue des fois à peu de temps, mais ça permet, comme dans tout incendie, au lithium, puisque dans nos centres, on en a connu, avec le thermique, avec les carburants et le GPL, c'est pouvoir intervenir le plus tôt possible, le plus rapidement, et surtout avec les espaces qui puissent aller pour pouvoir manœuvrer autour de ce véhicule. Alors, 3 questions pour conclure. Aujourd'hui, où on en est finalement? Est-ce qu'on est stabilisé dans une organisation qui est satisfaisante? Et puis, quel regard vous portez sur cette expérience de définition, caractérisation du risque? Et est-ce que vous avez enfin un message à faire passer par rapport à cette expérience? On a entendu ça plusieurs fois. C'est que, on nous a présenté la batterie avant qu'elle arrive chez nous, on en entendait parler aux États-Unis ou ailleurs en disant il y a eu des gros risques d'incendie, c'est vraiment quelque chose, c'est un gros danger. C'est vrai du moment qu'on a rentré ces véhicules, on est obligé de prendre les devants. Et finalement, je dirais que le danger, il y est, mais peut-être pas autant que ce qu'on veut le croire, parce que nous, c'est notre métier, c'est de recycler des véhicules, et comme j'ai dit, d'aller les chercher au bord de la route. On a parlé d'incendie, le nombre de véhicules qui a été récupéré au bord d'autoroute ou nationales, qui ont pris feu thermique suite à des turbos, parce qu'on n'en parle plus aujourd'hui, et ça existe toujours, mais c'est plus important en pourcentage que ce qu'on peut voir aujourd'hui avec les véhicules électriques, puisqu'on a les statistiques de véhicules qui rentrent chez nous, et on est en dessous. Donc oui, il y a un risque, et c'est vrai que ce risque, il est peut-être le gaz que ça dégage, et tout ce qu'il peut y avoir autour, peut-être plus important que dans un véhicule thermique, mais je pense qu'on a peut-être des fois
un peu trop insister là-dessus, parce qu'il faut bien travailler, il faut bien que ces véhicules soient traités. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en mettant ce qu'il faut autour de nous, on peut pratiquer notre métier dans de bonnes conditions. Après, c'est vrai, c'est des investissements, des murs coupe-feu, voilà, c'est des investissements dans nos entreprises. Et comme j'ai dit, ça peut partir de 20 000 euros jusqu'à 200 000 euros, voire même beaucoup plus. Mais voilà, aujourd'hui, on arrive quand même à maîtriser ce côté recyclage de véhicules, ce côté démantèlement. Je pense que voilà, ce guide qu'on a mis en place avec Ineris de recommandations et notre ICPE qui a évolué dernièrement, mais on sait qu'elle va encore évoluer pour le traitement des batteries pures, comme on l'a dit tout à l'heure en juillet 2025. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même suffisamment bordé pour pouvoir travailler. Maintenant, le cas exceptionnel, voilà. Merci beaucoup. Amandine, une réaction peut-être à cette expérience? Ça marche, oui. Ça marche. Non, mais je rejoins Laurent. Voilà, c'était une expérience enrichissante en tout cas. Voilà, moi je connaissais pas les centres VHU, donc c'était intéressant de pouvoir travailler en collaboration, de voir aussi leurs contraintes et de pouvoir émettre des recommandations en lien avec cette activité. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous et également vers nos amis qui sont derrière leur écran pour un petit temps de questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Monsieur, vous en avez une première. Vous en avez 3. Vous allez nous remplir la session à vous tout seul. Alors attendez, ça arrive en petite foulée le micro. Ici. Allez-y. Toujours le même. Donc j'ai une question pour la DREAL, une pour VHU. Je ne sais pas s'il a quitté la réunion. Normalement non. Il a disparu. Oui. Et puis pour les pompiers. Le colonel, il est parti aussi. Non, c'est moi qui le cache. Donc ça va. Alors la DREAL, bonjour. Les rubriques ICPE pour les batteries, il y a différentes batteries. Il y en a avec des électrolytes inflammables, il y en a avec des polymères, il y en a avec l'électrolyte acide. Il y a tout type de batteries. Comment vous allez organiser la rubrique ICPE, la 2926? Est-ce que vous avez créé encore une autre rubrique pour la charge des batteries lithium par rapport aux batteries plomb qu'on charge aujourd'hui avec la 2925? C'est assez précis. Vous la gardez en tête et puis on prend les 3 d'un coup, comme ça on vous répond à tout. Deuxième question pour Mobiliance. Vous avez recommandé de faire des piscines pour prolonger les voitures en feu et véhicules dans l'arrêté du 22 décembre 2023. Moi, je voudrais savoir qui met la voiture dans la piscine, si c'est Spiderman ou les pompiers ou je ne sais pas qui, en feu. Est-ce que vous pouvez me répondre là-dessus? Deuxième question. Parfait. Et la troisième? Pour mon colonel. Vous dites il faut mettre de l'eau, il faut mettre beaucoup d'eau, il faut mettre de l'eau. Moi, j'ai inventé un processus, donc je vous inviterai à l'exercice qu'on va faire à Lille, dans un centre VHU, donc sur l'intervention sans eau, sur les véhicules en feu et les batteries en feu, notamment qui sont stockées dans des bennes, etc. Gardez le micro devant la bouche. Voilà. Les affaires reprennent. Le rendez-vous va être pris. On vous fera réagir. Je vous en prie. Première question donc sur les réglementations et leur évolution. Sans rentrer dans trop de détails pour tout le monde. On va essayer de ne pas rentrer trop dans le détail. Alors, on est sur une rubrique qui va concerner une activité. 29, que ça commence par... Enfin, les rubriques en 2000 concernent des activités et pas forcément le produit. Donc la nature entre pas directement dans le classement. Là, comme vous l'avez identifié, la 2925, c'est du rechargement d'accumulateurs, quel que soit le type de batterie. Donc on pourra rester dans cette épure-là, mais il n'est pas exclu que les arrêtés ministériels soient un petit peu à tiroir en fonction du type de batterie utilisée, qu'on ait des préconisations spécifiques. Merci. Non, on va pas rentrer dans des discussions. Vous discuterez à l'issue de la réunion. Pardon, mais en plus, on a un timing à tenir. Laurent, simplement, qui plonge dans la piscine alors? Alors, la piscine n'est pas faite au départ pour le véhicule. S'il est en feu, je pense que M. Dizis l'a très bien exprimé. Et que ce soit un véhicule thermique, comme j'ai dit au bord de l'autoroute, quand un turbo casse, qu'il a pris feu, c'est trop tard. Il brûle. Dans le véhicule lithium, c'est la même chose. On a des caméras thermiques, on est même équipé de frontales avec ces caméras. Au moment où on intervient sur le véhicule, il y a une montée en température qu'on sent vraiment venir, par expérience. Et quand vous avez ces montées en température,
la caméra déclenche et à ce moment-là, vous avez largement le temps d'aller mettre votre véhicule dans la benne appropriée. Et que ce soit le véhicule entier et par expérience aussi, la batterie dans un bac. Mais une fois qu'elle a pris feu, c'est trop tard. Là, moi, je sais pas si quelqu'un a des solutions. Moi, j'en ai pas. C'est pour prévenir le risque. Et nous, les véhicules brûlés entièrement, on n'en a eu aucun. Par contre, des départs avec des fumées, on en a eu. Et si on a intervenu avec les bacs ou c'est une benne, pour nous, immergé, c'est pas une piscine, mais c'est la même chose, ben, ça fonctionne. Et on a un exemple aussi pas loin de chez nous, sur une Tesla, on a eu le même cas. Et la dernière solution, parce qu'elle prenait, elle dégageait une fumée, puis ça s'arrêtait. Mais ça, c'est vrai que j'ai eu le cas aussi sur un tricycle, un Piaggio, et puis ça repart des fois 15 jours, 3 semaines après, effectivement. Mais la solution finale, finalement, ça a été d'immerger cette Tesla. Et puis, une fois qu'elle a été immergée, quelques temps après, la ressortir le temps qu'on puisse intervenir et, comme j'ai dit, démanteler, enlever cette batterie pour traiter la batterie après elle-même. Mais là, c'est un sarcophage. Bon, c'est un sarcophage qui valent c'est 25 000 € en moyenne le sarcophage. On met cette batterie sur le sarcophage pour l'amener directement au centre de recyclage où il y aura une décharge forte, profonde de la batterie et qui permet d'intervenir pour le recyclage. C'est ce que font l'ASNAM ou Rodieuse. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Benoît, pour finir, est-ce que vous êtes prêt à étudier d'autres solutions que l'eau? C'est ça, finalement, la question. 4e mission, la veille technologique, nouvel agent extincteur. Donc, on est prêt à écouter, à échanger sans aucun problème. Et bien, donc, vous voyez à l'issue de la réunion. Allez, on prend 2-3 questions, peut-être, du chat. Il y en a là-bas, oui? Le micro est éteint mais se rallume. Oui, voilà. Oui, il y avait des questions, mais les réponses viennent d'être apportées par les différents intervenants. Bon, eh ben, ça veut dire qu'on est au bout de cette table ronde sur le risque. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Merci beaucoup, c'était passionnant.